Nous allons parler ce soir de 4 sujets avec notre invité, le Bénin, la prison pour le syndicaliste Joseph Emassé, frappé par le bâton de talon. Nous évoquerons l'Afrique du Sud avec la résurgence des crimes, des attaques xénophobes, la CPI, le président qui appelle Washington à adhérer à la Cour, et puis la Grande-Bretagne, le Brexit, to be or not to be. Ce sera la question qu'on posera à Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir, Samuel. On va commencer avec le Bénin. Arrêté le 28 mars dernier, mis sous mandat de dépôt, le syndicaliste Joseph Emassé a été condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Porto Novo, la capitale du Bénin. Il doit également s'acquitter d'une amende de 200 000 francs CFA. La justice lui reproche d'avoir appelé à une manifestation non autorisée, une infraction punie par le code pénal du Bénin. Maître Sosa, on voit que Talon, apparemment, il n'aime pas beaucoup la contradiction. Alors, pardonnez-moi, mais je ne vois pas ce que M. Talon vient chercher là-dedans. Il faut quand même qu'on s'habitue à ce que des institutions fortes existent et que ces institutions soient régulées. Le droit de manifester est un droit qui est entouré de certaines conditions au Bénin, au Togo, en France, aux États-Unis aussi. Alors, il n'y a pas non plus de position de vache sacrée parce qu'on est syndicaliste, ou parce qu'on serait journaliste, ou parce qu'on appartiendrait à quelque corporation que ce soit. Il y a des principes que la loi a consacrés. Si vous violez la loi, vous êtes sous le coup de la rigueur du droit, point. Alors, venir dire que c'est M. Talon qui n'aime pas la contradiction, je voudrais qu'on pose les choses de façon objective. Quand il est allé voir les dames du marché pour les inviter à venir marcher sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale, est-ce que M. Talon est informé ou est-ce que M. Talon a quelque chose à voir dans cette démarche? Est-ce qu'on a besoin que M. Talon dise non, ne le faites pas? Vous l'avez rappelé vous-même, c'est la loi qui a été violée et c'est le code pénal béninois qui a prescrit la démarche à suivre et qui a inscrit au titre des infractions le comportement qui est incriminé. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas du tout pourquoi on pense que M. Talon n'aime pas la contradiction. Non. Vous savez, non, quand vous êtes président, c'est vrai, quand il ne pleut pas, vous êtes responsable. Quand il pleut de trop, vous l'êtes aussi. Mais à un moment donné, il faudra bien savoir ce qu'on veut. La démocratie, c'est d'abord... C'est le système qui exige le plus de rigueur et de contrôle. Si on ne le contrôle pas, c'est un système qui s'effondrerait. Donc, quand on met en place des fourches codines et aussi des digues pour que la démocratie puisse évoluer tranquillement, on dit le président est trop dur. Non, le code pénal béninois, il ne va pas changer en fonction du président qui est en place. Si on le change à chaque à chaque mandat, décidément, on n'arriverait plus du tout à contrôler le comportement des gens. C'est la raison pour laquelle, si c'est le code pénal qui a été enfreint, la sanction prévue par le code pénal s'applique. Ce qui pose talon ou pas talon. Ici, on accuse ce syndicaliste d'avoir appelé à une manifestation non autorisée. Là où il y a véritablement problème, c'est qu'il était dans les marchés pour demander aux bonnes dames de marcher sur l'Assemblée nationale. Oui. L'acte n'a pas encore été posé. On l'accuse d'avoir appelé à une manifestation non autorisée. Oui, bon, c'est peut-être une incitation à la vindicte aussi. Parce que aller marcher sur le Parlement, enfin sur l'Assemblée nationale, c'est quand même un acte assez provocateur. Et c'est un acte qui, par nature, va troubler l'ordre public. Donc nous sommes en présence de quelqu'un qui est en flagrant délit de trouble à l'ordre public, ou un trouble potentiel, mais dans tous les cas, son comportement, s'il n'est pas arrêté, allait déboucher sur des conséquences qui sont absolument préjudiciables à l'ordre public. Donc, si la loi prévoit que tel comportement est répréhensible, que la loi s'applique. Oui, mais là, président Talon ou pas Talon. C'est l'interprétation de la loi qui pose problème. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce que Talon vient chercher dedans? Bon, parce que depuis un moment, on l'a vu, en tout cas, on l'accuse de mettre des lois un peu liberticides. Alors justement, Monsieur Emassé est en train de demander aux
aux marchands de Porto-Novo, des marchés de Porto-Novo, d'aller marcher sur l'Assemblée nationale où des lois liberticides seraient en train d'être votées. Le Parlement a un rôle constitutionnel qui est celui de faire les lois. Alors, si ces lois ne plaisent pas à M. Emassé, il n'a pas à aller appeler à marcher sur l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si un seul chef d'État, un seul ministre de l'Intérieur, ou ministre de l'Information, ou un seul maire accepte que tous les jours, parce que ça ne plaît pas à quelqu'un, on aille marcher sur le conseil municipal ou sur l'Assemblée nationale parce qu'il est démocrate, alors il n'a rien compris à la démocratie et il aura tout le mal du monde à diriger et à remplir ses missions. C'est la raison pour laquelle, non, je ne voudrais pas que l'on fasse comme ça des amalgames démagogiques à chaque fois que ce genre de choses se passe, qu'on aille voir la main du président. Si ça se trouve, il n'était même pas au courant, le pauvre Talon, et il a appris, comme tout le monde sur les médias, qu'on a arrêté M. Emassé, qui est un syndicaliste très actif. Mais si on devait quand même appliquer les choses de cette manière, on s'imagine par exemple que dans le cas de la France où les gilets jaunes descendent chaque samedi dans la rue, on arrêterait tous ceux qui appellent à ces manifestations sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous avez vu la polémique qu'il y a eu lorsque les Champs-Élysées ont brûlé le 22 mars dernier. On a reproché au gouvernement de n'avoir pas été assez ferme, de n'avoir pas été assez prévoyant. Alors, lorsqu'on appelle même l'ancien président François Hollande a dit si c'était moi, j'aurais interdit. Bon. Alors, vous voyez, maintenant on est dans la spéculation. Si c'était moi, j'aurais forcément mieux fait. J'aurais été plus répressif, peut-être aussi. Alors, vous voyez, là, maintenant, on est en train de reprocher à un État africain dans lequel les lois s'appliquent que les lois sont trop dures. Non. Mais c'est vrai, vous avez vu, finalement, la réponse de M. Macron, ça a été de faire donner la force armée contre des manifestants. La force armée, c'est pour les guerres. La sortie sentinelle. Bon. Alors, vous voyez que, quelque part, de temps en temps, le maintien de l'ordre public, parfois, exige un peu de fermeté. Et cette fermeté-là ne me paraît pas du tout disproportionnée. Il a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. Franchement, si pour ça, il faut hurler à la dictature, j'aimerais bien vivre au Bénin le reste de mes jours. On va passer à l'Afrique du Sud, le second sujet. Le président Cyril Ramaphosa a condamné lundi les violences xénophobes qui ont fait 3 morts la semaine dernière dans le pays, les jugeant particulièrement regrettables. Les récentes violences dans le KwaZulu-Natal, c'est dans la province du nord-est du pays, contre les Malawites et d'autres ressortissants, sont particulièrement regrettables, a déclaré le chef de l'État dans un communiqué. Il n'y a aucune justification à ces actes criminels, écrit-il. Si des communautés sont mécontentes, leurs doléances doivent être transmises au gouvernement et cela doit se faire dans le cadre de la loi. Cyril Ramaphosa a poursuivi en indiquant que les ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud contribuent largement au développement de l'Afrique du Sud. Mais Maître Sousa, ça fait plusieurs années quand même que l'Afrique du Sud est secouée par ces violences xénophobes où on voit des Sud-Africains s'en prendre à des ressortissants d'autres pays. On a de la peine à croire qu'on vit au pays de Nelson Mandela. Oui, c'est vrai qu'on a de la peine à croire qu'on vit au pays de Nelson Mandela. Nelson Mandela est parti et les valeurs sont parties avec. Malheureusement, son héritage est très mal géré et on a du mal à le croire, effectivement. Mais bon, cela dit, je ne pense pas que les violences xénophobes soient l'apanage des seuls Sud-Africains. On se souvient qu'au Gabon, on s'en est pris parfois aussi à des Togolais. On en a renvoyé par plusieurs milliers dans les années 80. On a vu la même chose en Côte d'Ivoire. On le voit encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Donc, attention quand même de jeter l'opprobre sur nos amis sud-africains. Non, les problèmes de l'Afrique du Sud sont malheureusement dus à la pauvreté qui accable ces populations noires, qui sont très facilement instrumentalisées justement par certains activistes politiciens à la petite semaine qui appellent à la vindicte contre les étrangers. C'est toujours la faute des étrangers. Vous voyez, bon, Marine Le Pen a ses pendants noirs en Afrique du Sud aussi. Bon, Viktor Orban, il a des émules en Afrique du Sud aussi. Donc c'est toujours la faute des étrangers et c'est facile de s'en prendre à eux
Et cette fois-ci, c'est les Malawites, mais l'année dernière, c'était les Mozambicains. L'année d'avant encore, c'était les Zimbabwéens. Donc, vous voyez que ça change souvent en fonction du cadre social dans lequel on se trouve. Les nationalités qui sont visées sont ciblées en fonction de leur confrontation avec telle ou telle partie de la population sud-africaine qui est concernée. Bon, les Nigérians ont été souvent aussi mis à l'index et on a brûlé les commerces tenus par des Nigérians parce qu'on a pensé que c'était des gens qui, bon, de façon caricaturale, sont des trafiquants de drogue. Eh bien, le phénomène des Femen chez nous, il y a 1 an ou 2, visait aussi des étrangers. Les Ibo, à chaque fois, dès que vous êtes dans un quartier et qu'un Ibo vient louer une maison dans votre environnement, on scrute tous ses gestes, ses déplacements, parce qu'on le soupçonne de venir faire du trafic des enfants ou des jeunes filles. Bon, voilà, c'est à peu près ce genre. L'ignorance et la pauvreté, ensemble, créent ce genre de situation. Et la plupart de ceux qui s'adonnent à ces actes de violence sont souvent très peu éduqués et souvent extrêmement pauvres. Ils s'imaginent que l'étranger vient leur enlever le pain de la bouche. Mais dans les milieux les plus lettrés, on a malheureusement, enfin aussi parfois, des comportements xénophobes, mais jamais ça ne dégénère dans de pareilles violences. Donc, vous voyez que les pouvoirs publics sud-africains le déplorent, et je me souviens d'un discours de Julius Malema qui implorait ses compatriotes à accueillir avec beaucoup plus d'hospitalité les étrangers africains qui viennent en Afrique du Sud. Donc, les pouvoirs publics sud-africains et la classe politique sud-africaine sont unanimement unis pour condamner ces actes. Et je pense que les lois sud-africaines doivent s'appliquer correctement. Et bon, c'est un phénomène qui, malheureusement, est récurrent, mais il est possible de l'endiguer. Mais ici, en tout cas dans le cadre sud-africain, quand on connaît aussi l'histoire de ce pays, on a vu ce que les Noirs eux-mêmes ont subi et la solidarité mondiale qui a accompagné le sort des Noirs. On voit un peu très mal comment ils peuvent retomber dans ces pièges aujourd'hui qu'eux-mêmes, ils ont à un moment donné subi. Ils ont été stigmatisés. Alors, bon, cher ami, si vous voyez les gens qui sont les acteurs de ces violences, vous pensez que beaucoup d'entre eux étaient nés au moment de l'apartheid? Non, ils n'ont pas vécu tout ça. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. On leur raconte. Donc, comme ils n'ont pas été sérieusement à l'école, ils ne savent pas non plus quels sont les tenants et aboutissants de ce qu'on appelait l'apartheid et quelle était leur histoire commune avec les autres peuples d'Afrique. Ils ne le connaissent pas. C'est pour ça que je dis que ce qui est à incriminer principalement, c'est d'abord l'ignorance et la pauvreté. Le troisième pays, c'est la Cour pénale internationale. Le troisième sujet, concerne la Cour pénale internationale. Le président de la CPI, visé par une attaque d'une virulence inédite de Washington, a appelé les États-Unis à soutenir la Cour et à adhérer à son traité fondateur, le Statut de Rome. Les victimes passées, présentes et à venir du génocide, crimes et contre l'humanité et crimes de guerre en ont besoin. Et c'est avec tout le sens de responsabilité que j'appelle directement les dirigeants des États-Unis à apporter ce soutien à la CPI, a déclaré dans un communiqué publié lundi son juge président Chile Obue Osuji. La CPI, dont Washington n'est pas membre, est une juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre et contre l'humanité. Est-ce que ça ne ressemble pas beaucoup, peut-être mettre ça à une sorte de supplication de la CPI à l'endroit de Washington? Eh bien, vous me prêterez le mot. Effectivement, c'est une supplique. Bon, et quand on sait quelle est la contribution des États-Unis dans le budget de la CPI et des institutions onusiennes en général, on comprend que un client comme la CPI, enfin comme les États-Unis, qui partirait complètement de du système contributif qui alimente la caisse de la CPI, ça ferait très mal. Et c'est la raison pour laquelle il fait cette sortie. Mais bon, c'est un peu enquémandant, parce que derrière cela, qu'est-ce qu'on entend? S'il vous plaît, ne nous quittez pas, ne nous abandonnez pas, parce que nous avons tellement besoin de vous. Non, le juge n'a pas à supplier le justiciable.
Non, le juge exerce son pouvoir, son impérium, parce que le justiciable est devant lui. Et ici, nous sommes dans un système où, finalement, le justiciable, il peut tout à fait débonnairement dire vous, je ne vous connais pas. Et parce qu'il vous dit je ne vous connais pas, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Donc c'est un système qui est un peu, j'allais dire, un peu gênant sur les bords, parce que en réalité, la particularité de cette juridiction, qui est d'abord l'adhésion à son autorité, fait que, bon, les plus potentiellement criminels, n'ayant pas adhéré, il ne reste que le menu fretin sur lequel on s'acharne et on fait du muscle. Mais non, je dis, oui, les Africains feraient bien de prendre de la graine. La CPI n'est pas nécessairement un bienfait pour la communauté internationale, comme on dit, et en tout cas en Afrique, elle a causé beaucoup de tort. Mais pour l'instant, dans sa production, elle a fait beaucoup de tort. Alors, le justiciable dont vous parlez ici, quand on a un justiciable qui est un peu un gargantuard, mais oui, il s'agit des États-Unis. Ben, selon que vous serez puissant ou misérable, les décisions de cour vous feront blanc ou noir. Mais c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que nous avons une justice internationale qui devrait être le parangon, quoi, l'archétype, et qui est en train de nous démontrer que bon, ben, elle est très faible avec les forts et très fort avec les faibles. Mais c'est quand même hallucinant. Tout à l'heure, je ne trouvais pas le mot suffisamment éloquent pour qualifier le système lui-même. Bizarre, c'est pas suffisant. Bon, non, cette institution pose un problème, et je pense qu'à un moment donné, il faudrait avoir le courage de dire unanimement, nous n'y allons plus, comme les États-Unis n'y sont pas, comme la Russie n'y est pas, comme Israël n'y est pas et n'ira pas, comme la Chine ne veut pas la reconnaître. Alors, quand tous ceux-là disent non, nous on n'en veut pas, le Togo n'y est pas non plus, d'ailleurs. Bon, en cela, je le félicite, vraiment. Mais bon, certains pays africains, comme un seul homme, ils sont allés, et maintenant on se plaint qu'ils n'attrapent que les Noirs, que les Africains. Écoutez, vous y êtes allés vous-même, vous n'allez pas... on dit, chez nous, quand vous êtes allergique au roseau, ne dormez pas sur la natte. Voilà. Mais voilà des gens qui sont allergiques au roseau, mais qui adorent dormir sur la natte, parce que c'est confortable. Mais non, vous ne pouvez pas. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est quand même impossible pour la CPI de donner un signal? Par exemple, on a entendu tout récemment Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, semblait vouloir dire qu'elle allait s'intéresser aux crimes commis en Afghanistan. C'est vrai, tout de suite, les États-Unis ont frappé du poing sur la table, mais au moins ça. Mais c'est ce que je dis. À ce moment-là, démontrer que force doit rester à la loi. Et dites que la loi internationale doit s'appliquer parce qu'elle s'applique par votre pouvoir juridictionnel. Oui, mais vous ne pouvez pas. Parce que c'est les États-Unis. Alors pourquoi voulez-vous que moi, petit Togo, j'aille me mettre sous votre coupe? Je ne le ferai pas. Le dernier sujet, maintenant, nous parlons de la Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique tenait mardi une réunion de crise pour tenter de résoudre l'inextricable casse-tête du Brexit et trouver un plan d'urgence à présenter à l'Union européenne qui refuse d'être l'otage de la crise du Royaume-Uni, selon le président français Emmanuel Macron. Un peu moins de 3 ans après le référendum du 23 juin 2016, les Britanniques sont toujours dans l'inconnu quant à la forme que prendra la sortie de l'Union européenne. S'ils ne s'accordent pas sur la forme que prendra le Brexit, la voie par défaut sera un divorce sans accord le 12 avril prochain, perspective qui provoque des sueurs froides dans les milieux économiques. Et ici, quand on regarde quand même tout ce qui se joue, surtout au Parlement ces derniers temps, où Theresa May se bat comme un beau diable, elle a même présenté il y a quelques jours 8 scénarios de sortie, tous rejetés par le Parlement en bloc. Finalement, on se demande qu'est-ce que veut le Parlement britannique. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça prouve qu'au moins il y a un parlementarisme efficient. Qui n'est pas godillot. Voilà, un parlementarisme efficient en Angleterre. Nous devons en prendre de la graine.
C'est ça, des parlementaires. Ils débattent et il peut arriver qu'ils ne soient pas d'accord et qu'au forceps, ils refusent encore de donner leur accord. Oui, mais moi, je trouve ça tout à fait normal. Ils sont dans leur rôle et ils sont les représentants du peuple. Le peuple a dit, et ça a été acté, nous voulons sortir. Oui. Alors, vous venez nous dire, nous sortons, mais il faut trouver des arrangements. Le peuple avait déjà dit non. Mais il aurait mieux valu expliquer au peuple quelles seraient toutes les conséquences de la sortie avant d'organiser ce référendum. Monsieur Cameron a quand même eu du culot à avoir organisé ça pour servir uniquement des fins politiciennes. Et finalement, vous voyez que on est en train de regarder de plus près la chose. On se rend compte que c'est une horreur. C'est un monstre dont on a accouché. Bon, on a trompé qui? Le peuple. Et maintenant, bon, les parlementaires britanniques sont en train de démontrer qu'ils sont les gardiens de la volonté populaire et ils sont en train de la défendre. Madame May n'a qu'à trouver la solution idoine et leur proposer, parce que le Parlement a ce rôle-là précisément. Il est en train de le jouer à plein. Je dis bravo, même si les conséquences peuvent être redoutables. Je dis bravo parce qu'au moins la vitalité démocratique y gagne quelque chose. L'enseignement à en tirer du point de vue de l'exercice de l'art politique et de la science politique me paraît beaucoup plus bénéfique que ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire les conséquences d'un Brexit dur ou d'un Brexit plus amorti. Quoi. Mais là, c'est quand même la pauvre première ministre qui est ballottée, qui est un peu comme entre le marteau et l'enclume. Face à elle, il y a l'Union européenne qui se montre intransigeante et il y a le Parlement qui ne veut non plus rien céder. Écoutez, vous vous rendez compte? Ah oui, mais bien sûr, elle me fait penser à la mère entre les enfants et le père pendant le divorce. Les enfants veulent aller avec papa et papa ne veut absolument pas entendre parler de maman qui porte son nom. Elle veut pas lui laisser la voiture, elle veut pas qu'elle mette les pieds dans la maison, etc. C'est ça ce qui est en train de se passer. Ils ont voulu, c'est son parti quand même qui a été majoritairement pour le Brexit. Et à l'époque, elle n'était pas quelqu'un de négligeable. Elle n'était pas d'accord non plus. Donc maintenant, on lui demande de défendre, de défendre ce en quoi elle ne croyait pas et ce qu'elle avait combattu. C'est quasiment pas possible si on est cohérent un tout petit peu. Donc elle est en train de payer les incohérences qui ont accompagné son accession au pouvoir. C'est tout. Donc, je ne la plains pas du tout. Hein. Elle avait même mis sur la table sa démission en disant votez et je démissionnerai. Mais ça n'a pas suffi. Mais non, parce que c'est la preuve qu'on ne lui en veut pas personnellement. On en veut à l'efficacité de ce qu'elle demande. C'est bien ça dont il s'agit. Ils ne sont pas en train de faire de la politique politicienne. Ils discutent pied à pied toutes les conséquences et les conditions dans lesquelles le gouvernement veut les négocier. Voilà ce qu'ils font. Mais Brexit is Brexit. OK, so let's Brexit. Et voilà, c'est là où ça pose problème. Ah mais oui, mais bon, attendez, mais on dit Dieu se moque de ceux qui aiment des choses dont ils redoutent les conséquences. Non, mais vous aimez ça, les conséquences, vous devez les assumer totalement. Vous pensez qu'il y aura un Brexit dur le 12 avril? En tout cas, pour l'instant, tout porte à le penser. J'aurais plaidé pour un peu d'adoucissement quand même, parce que les conséquences vont être redoutables. Ça sera catastrophique économiquement. Bon, mais je pense que le peuple britannique a suffisamment de résilience. Ils n'ont jamais été dans Schengen. Ils n'ont jamais été dans l'euro, dans l'union monétaire. Donc, ils se sont toujours singularisés et ils sauront trouver les moyens de s'en sortir. Parce que c'est un pays fort. Au niveau des exportations, ils ont une balance commerciale qui est extrêmement bénéficiaire et ils pourraient continuer malgré tout. S'ils ne peuvent pas commercer avec l'Europe, ils trouveront. Les Anglais ont toujours fait ça. Ils ont été les plus grands commerçants du monde entier. Et ils n'étaient pas très forts en Europe. Ils l'ont été dans ce qu'on a appelé l'Empire britannique.
Et donc, ils sauront encore commercer avec le monde entier, même si l'Europe leur pose quelques difficultés. Mais bon, ça finira quand même par s'adoucir à un moment donné, j'en suis sûr. Mais le 12 avril, dernière question, Maître Sosa, vous pensez que Theresa May pourra encore rester au 10 Downing Street? Je pense que non, parce que là, en ce qui la concerne, la messe est dite. Mais bon, c'est au-delà de sa personne que moi je vois la chose. Theresa May ou pas Theresa May, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le Royaume-Uni s'en sorte avec le moins de préjudice possible. Voilà. Mais c'est une décision politique, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Maître Sosa, merci d'être passé répondre. Je vous en prie. La pause et après le journal, c'est Regards croisés.